Donc dans cette présentation, on va voir le vieillissement de manière générale. On va voir qu'est-ce que le vieillissement et surtout d'un point de vue physiologique, quelles vont être les implications au niveau, notamment au niveau fonctionnel et pourquoi finalement on a ces implications fonctionnelles. On va rentrer un petit peu plus en détail pour comprendre ce qui se passe. Donc pour démarrer, on va déjà définir ce qu'est le vieillissement. Donc le vieillissement, c'est un ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui vont modifier la structure et les fonctions de l'organisme. Alors dans cette présentation, on va surtout s'intéresser aux paramètres physiologiques, qui est notre spécialité ici dans la chaire active et au laboratoire LIBM. Et donc ces processus du vieillissement, ils vont être influencés par deux grands facteurs. Le premier, c'est la génétique. Donc vous avez dès la naissance, finalement, vous n'allez pas pouvoir influer sur cette part de génétique. Et l'autre, sur laquelle vous allez pouvoir jouer, c'est votre mode de vie. Donc le mode de vie comprend différents paramètres, notamment la nutrition, l'environnement, votre travail et vos habitudes de vie, que vous soyez sportif ou non, fumeur, et ainsi de suite. Donc globalement, tous ces paramètres vont influer votre vieillissement et comment vous allez évoluer au fur et à mesure de la vie. Alors, finalement, à quel âge devient-on vieux? À quel âge a-t-on les effets du vieillissement? Eh bien, si on regarde au niveau génétique, les effets sont très tôt, puisque dès 30 ans, on a une diminution de nos performances. Donc vous voyez que j'y suis bientôt, heureusement j'ai encore quelques mois où je ne suis pas encore âgé. Mais vous voyez que finalement au niveau génétique, c'est un processus qui arrive de manière assez précoce. Maintenant, si on regarde plus ce que définit l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé définit la vieillesse à partir de 65 ans. Ça peut paraître tôt pour certaines personnes. Vous allez voir qu'en fonction du référentiel, on va avoir des âges différents. Si on prend un niveau plutôt social, on serait plutôt à 62 ans, qui est finalement l'âge de la retraite, et donc l'âge auquel vous allez passer du statut d'actif au statut de retraité. Maintenant, si on prend plus du côté physiologique, fonctionnel, l'âge moyen auquel vous allez avoir besoin d'une aide extérieure ou de services de soins, eh bien, on est plutôt à un âge beaucoup plus avancé, 75 ans. Encore une fois, c'est une moyenne, on peut très bien vivre encore plus âgé sans ces aides extérieures. Et enfin, si on prend l'entrée en maison de retraite, eh bien, on est sur une moyenne de 85 ans. Donc vous voyez qu'en fonction du référentiel que vous allez utiliser, finalement, l'âge du vieillissement va être différent et finalement, on est tous vieux pour une autre personne. Si on regarde ces différents âges par rapport à l'espérance de vie, on va voir ici l'espérance de vie au cours du temps. Donc vous avez ici l'espérance de vie depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et on se rend compte que finalement, si on prend la base de 62 ans qui est la retraite, eh bien on se rend compte que c'est seulement depuis les années 1950 qu'on vit en étant âgé, c'est-à-dire qu'on a une vraie vie dans le vieillissement. Auparavant, finalement, vous aviez la majorité des gens décédaient avant de pouvoir bénéficier de la retraite. Donc aujourd'hui, l'espérance de vie est d'environ 80 ans chez les hommes, un petit peu plus chez les femmes, 85 ans. Alors ces chiffres sont grandement influencés par les accidents de la vie au cours de la vie, la mortalité infantile également. Et finalement, un bon indicateur, c'est si vous regardez les gens qui atteignent 65 ans, combien d'années il leur reste à vivre. Et vous voyez qu'ici on a des âges plus avancés. Donc si vous avez atteint 65 ans en bonne santé, eh bien vous avez encore une vingtaine d'années à vivre pour les hommes, jusqu'à environ 84 ans, et 88 ans pour les femmes. Et aujourd'hui, on estime à environ 25% de la population les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc on a une augmentation très importante de cette part de la population âgée. Alors, vieillir longtemps, c'est bien, mais le tout, c'est aussi de bien vieillir. Et donc un autre indicateur qui est beaucoup utilisé, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc l'espérance de vie en bonne santé, c'est le nombre d'années
qu'une personne peut vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. Finalement, c'est le nombre d'années où vous allez pouvoir vivre chez vous de manière autonome et sans aide extérieure qui vous poserait des problèmes dans votre vie. Cette espérance de vie en bonne santé, bien sûr, elle est plus courte que l'espérance de vie. Et aujourd'hui, elle est d'environ 62 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes. Encore une fois, un chiffre très influencé par les accidents de la vie. Donc finalement, on va reprendre notre indicateur de tout à l'heure, c'est-à-dire si vous atteignez 65 ans et que vous êtes en bonne santé, eh bien, vous avez encore en moyenne une dizaine d'années à vivre en bonne santé, donc jusqu'à 75 ans, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Je vous rassure, globalement, il y a quand même beaucoup de variabilité, donc si vous êtes proche de ces âges, ne vous dites pas que c'est la fin pour vous. Je vous rassure, beaucoup de gens arrivent à vivre plus longtemps, donc c'est pas en tout cas alarmiste de vous présenter ça, c'est simplement des moyennes sur la population en général, encore une fois, avec une grande variabilité qu'on verra tout à l'heure. Si on regarde finalement l'évolution donc entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, eh bien, on a toute une partie de notre vie, donc on va vivre en bonne santé jusqu'à environ 65 ans, et puis une part qu'on appelle de morbidité, c'est-à-dire finalement c'est le moment où vous n'êtes plus en bonne santé, où vous êtes soit malade, que vous êtes devenu à l'hôpital, ou vous vivez avec une pathologie, donc on appelle ça la morbidité. Donc pendant un temps, on avait justement à peu près cette courbe, c'est-à-dire qu'on vivait jusqu'à 65 ans en bonne santé, et puis on avait quelques années à vivre avec des maladies, et finalement on décédait rapidement suite à ces maladies. Ces dernières années, on a beaucoup augmenté l'espérance de vie, mais finalement, on a très peu fait bouger l'espérance de vie en bonne santé. Par contre, on a augmenté de manière très importante le taux de morbidité, c'est-à-dire la durée de vie où vous vivez avec une pathologie. Donc, finalement, quels sont les changements qui vont apparaître au cours du vieillissement? Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le côté fonctionnel, le côté physiologique. On va un petit peu abandonner les chiffres d'espérance de vie. Le principal changement au cours du vieillissement, vraiment qui va avoir des impacts au niveau fonctionnel, c'est la diminution de la force musculaire. Alors, la force musculaire, c'est pas seulement maintenir des poids comme cette dame. Je suppose que peu d'entre vous s'amusent à jouer avec des poids durant la journée. Mais au cours du vieillissement, la perte de force musculaire, elle va vous impacter différemment. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre jardin, par exemple, eh bien, il y a des objets que vous portiez très facilement avant et qu'avec la diminution de force, eh bien, vous avez plus de mal à porter. De la même manière, des objets que vous étiez en capacité de porter très longtemps, eh bien, avec le vieillissement, vous vous rendez compte que vous devez les poser plus rapidement parce que vous n'avez pas la force nécessaire pour les maintenir. Donc là, on est plutôt sur des capacités du membre supérieur. Si on regarde au niveau inférieur, les conséquences sont un petit peu plus importantes parce qu'ils vont jouer sur l'autonomie. Et si vous avez une diminution importante de votre force musculaire au niveau des jambes, eh bien vous allez avoir plus de mal à vous relever, par exemple, de votre fauteuil. Vous allez avoir besoin d'aide extérieure parce que simplement le poids de votre corps est parfois trop important pour vos capacités musculaires au niveau des jambes. Et donc le problème avec ça, c'est que de manière générale, vous allez limiter vos déplacements, vous allez limiter le fait de sortir du fauteuil, par exemple, pour éviter ces contraintes. Alors pourquoi on a cette diminution de force musculaire au cours du vieillissement? Pour comprendre cette diminution de force, il faut comprendre comment on effectue un mouvement et comment on contrôle nos actions. Donc là, on va rentrer un petit peu plus en détail, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'expliquer très simplement. Donc globalement, si vous voulez faire un mouvement, eh bien, vous allez envoyer une commande depuis votre cerveau qui va traverser la moelle épinière et qui va arriver jusqu'au muscle. Et donc une fois que votre commande est arrivée au muscle, eh bien, le muscle se contracte. Donc avec le vieillissement, vous allez pouvoir avoir des adaptations qui vont se situer à la fois du côté nerveux, d'accord, sur ce trajet ici, et également du côté musculaire. Alors simplement pour information, donc le nerf
qui va contrôler les muscles. On appelle cela un motoneurone. Je vais juste vous en parler juste après. Le premier effet du vieillissement, justement, c'est qu'on a une perte progressive de ces motoneurones. D'accord ? Alors, des motoneurones, pour un même muscle, on en a plein qui vont venir activer ces muscles. Et au fur et à mesure, on va avoir une perte de ces motoneurones. Donc, schématiquement, ici, vous avez des fibres musculaires, en bleu et en rouge, qui sont activées par des motoneurones. Et au cours du vieillissement, comme je l'ai dit, on va perdre une partie de ces motoneurones. Vous voyez ici. Du coup, on va avoir des fibres musculaires qui ne seront plus innervées. Et donc, forcément, si ces fibres musculaires ne sont plus innervées, vous allez les perdre. Donc, forcément, si vous avez moins de fibres musculaires, eh bien, vous allez produire moins de force. Donc, la conséquence directe, comme je vous ai dit, on va avoir une diminution du nombre de fibres musculaires, puisqu'elles seront déinnervées. Et on va avoir aussi une diminution de leur taille. Vous allez voir ici, donc sur une image par microscopie, vous avez ici donc, une coupe d'un muscle d'une personne de 30 ans. Et ce que vous voyez ici, par exemple, là je délimite une fibre musculaire, une autre ici. Alors les couleurs ne sont pas très importantes, ce que je veux que vous regardiez, c'est vraiment la taille de ces fibres musculaires. Chez une personne âgée, on a ici une personne d'environ 70 ans, vous voyez que la taille des fibres s'est considérablement réduite et on ne retrouve plus de grosses fibres musculaires comme on avait ici. Donc globalement, voilà, on a une diminution de cette taille des fibres musculaires. À un niveau plus gros, c'est-à-dire au niveau du muscle en lui-même, eh bien forcément, ça va induire une diminution de la taille du muscle. Donc là, je vais vous présenter la coupe d'un muscle chez une personne jeune. Donc ici, ce qui est représenté, vous avez un os ici au milieu en blanc, vous avez la masse musculaire qui se situe en gris foncé, et puis en gris clair autour, presque en blanc, c'est simplement la masse grasse que vous avez autour des muscles. Si on prend maintenant chez une personne âgée, alors la première coupe que je vais vous montrer, c'est une personne âgée qui est assez peu active. Elle fait environ 3000 pas par jour. Je vous rappelle que les recommandations pour être en bonne santé, c'est 10 000 pas par jour. Et donc ce qu'on remarque chez cette personne âgée, c'est que la masse musculaire a grandement diminué et on a une très grosse augmentation de la masse grasse. D'accord ? Maintenant, si on prend quelqu'un qui va être plus actif, du même âge, eh bien on se rend compte que la masse musculaire est un petit peu mieux préservée et on a moins de masse grasse. Alors, vous voyez quand même que malgré le fait que cette personne soit active, on a quand même une diminution de la taille du muscle avec le vieillissement. Simplement, grâce à l'activité physique, au fait d'avoir un mode de vie actif, eh bien, on limite cette perte de masse musculaire et on limite la prise de masse grasse. Donc cette diminution de masse musculaire, scientifiquement, on l'appelle la sarcopénie. Un exemple d'une personne connue, Arnold Schwarzenegger, dans ses plus belles années, une grosse musculature, et aujourd'hui, ou en tout cas il y a quelques années, vous voyez une fonte importante au niveau musculaire, une masse grasse un petit peu plus présente, même si, soyons honnêtes, pour son âge, il est plutôt bien conservé. Globalement, cette diminution de la masse musculaire, elle va être répartie de manière hétérogène dans le corps, et on remarque que la diminution de masse est plus importante au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs. Deux raisons principales à cela. La première, c'est que globalement, avec le vieillissement, on observe une augmentation de la sédentarité. On bouge moins et forcément, ce qui nous permet de bouger, c'est nos jambes. Donc si on utilise moins nos jambes, eh bien, on va perdre cette masse musculaire. Deuxième cause importante, c'est que au niveau des membres inférieurs, on a des masses musculaires qui sont plus grosses que sur les membres supérieurs, et plus vous avez à perdre. Également, les hommes et les femmes ne sont pas égaux au niveau de la perte de masse, et les hommes perdent plus de masse musculaire que les femmes. Encore une fois, ceci est notamment dû au fait que les hommes partent avec un capital qui est plus important, et donc, vu qu'on a plus à perdre également. Cependant, malgré la perte qui est plus importante, les hommes gardent des masses musculaires qui sont plus importantes que les femmes, même pour des personnes âgées.
Et donc cette perte de masse, on l'estime environ à 10% par décennie à partir de 50 ans. Encore une fois, ce 10% par décennie va pouvoir évoluer en fonction de votre mode de vie, si vous restez actif ou non. Alors les conséquences de cette diminution de la masse musculaire et de la force, c'est que globalement, vous allez avoir une diminution de l'équilibre. En effet, la force est très importante pour vous équilibrer. Par exemple, quand je suis debout, si je réalise un déséquilibre vers l'avant, j'ai assez de force musculaire pour me rééquilibrer et revenir sur une position droite. Si jamais ma force musculaire n'était pas assez importante, je risquerais de tomber, ou alors il faut que je me tienne pour être sûr de ne pas tomber. D'accord ? Donc la force musculaire est très importante pour le maintien de l'équilibre. La conséquence au niveau du mouvement, c'est que lorsque vous allez marcher, eh bien, si vous avez une force musculaire importante, vous êtes capable de marcher rapidement, de créer du déséquilibre et de marcher sereinement. Si vous avez une force musculaire qui est trop faible, eh bien, vous allez limiter votre déséquilibre pour éviter de tomber. Et donc le meilleur moyen, c'est de diminuer la distance des pas pour éviter de risquer la chute. Et donc forcément, vous diminuez votre vitesse de marche. D'accord ? Donc c'est ce qu'on observe très fréquemment chez les personnes âgées, c'est que les personnes marchent moins vite que les personnes jeunes. Eh bien, tout simplement parce que la force musculaire est plus faible, donc il y a un risque de déséquilibre qui est plus important. Et donc finalement, la diminution de la vitesse de marche, c'est une stratégie de compensation pour ne pas tomber. La conséquence ultime, entre guillemets, la plus, on va dire, néfaste, c'est la chute. Donc c'est le déséquilibre qui ne va pas être compensé. Et la chute, elle a des implications assez importantes, car au niveau personnel, lorsque vous chutez, eh bien, quelque part, vous perdez confiance en vous. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus la force pour vous équilibrer. Et le risque, finalement, de ça, c'est que vous allez prendre encore moins de risques dans votre vie. Et donc, au lieu de vous déplacer, eh bien, vous allez rester assis pour ne pas prendre le risque de se déplacer, de tomber. Et malheureusement, ça va aggraver les effets du vieillissement. D'accord ? Donc la chute, c'est un phénomène qui touche plus de 50% des personnes âgées de plus de 80 ans. D'accord ? Donc une personne sur deux âgée de plus de 80 ans va vivre une chute dans l'année. Et ces chutes, malheureusement, elles entraînent une grosse mise en institution, c'est-à-dire que les personnes qui chutent dans l'année vont avoir beaucoup plus de chances de rentrer en institution, justement, comme je l'ai dit, parce que les personnes ne vont plus avoir confiance en elles, ne vont plus se déplacer et vont avoir besoin d'une aide extérieure. Encore une fois, ça peut paraître alarmiste comme ça, mais finalement, si, on va le voir plus tard, avec de l'activité physique, en regagnant de la force, on peut tout à fait améliorer son équilibre et continuer à vivre, même en ayant ces problèmes d'équilibre. Une conséquence également de la chute que vous connaissez probablement, c'est les fractures, notamment les fractures du poignet et les fractures du col du fémur. Forcément, c'est les zones qui prennent le plus quand vous chutez. Vous mettez les mains pour vous retenir, vous tombez sur le côté, et donc c'est les zones généralement qui sont le plus touchées par les fractures. Alors, pourtant, si on regarde les enfants par exemple, les enfants chutent beaucoup plus que les personnes âgées. Et pourtant, les enfants ne se font pas de fractures, ne se font pas 50 fractures par an. Tout simplement parce qu'au niveau physiologique, on a un os qui va se fragiliser au fur et à mesure du vieillissement. Cette diminution de la qualité osseuse, on l'appelle l'ostéopénie, donc c'est la diminution de la densité osseuse. Je vais vous montrer en image. Donc, chez une personne saine, jeune, vous avez un os avec des pores à l'intérieur, et vous voyez qu'on a un os qui est plutôt dense. Au fur et à mesure du vieillissement, on va avoir une diminution de cette densité, des pores qui vont devenir de plus en plus importants. Et vous voyez ici qu'on a un os qui va avoir une très grosse porosité et forcément qui va être beaucoup plus fragile. Donc forcément, une personne âgée avec un os plus fragile comme ça, s'il y a une chute, il y a forcément plus de risques de fracture. Donc
Ici, on a vu le premier volet sur la force musculaire. On va voir un deuxième changement important. Dans les activités de la vie quotidienne, globalement, les personnes âgées, mais en général, sont capables de réaliser, de faire de la cuisine, d'aller chercher des objets sans réellement se fatiguer. Il n'y a pas de complications particulières à réaliser ces mouvements. Par contre, lorsque les personnes âgées partent, par exemple, faire une marche ou montent des escaliers, on ressent plus rapidement des sensations d'essoufflement ou de fatigue. Finalement, donc à quoi sont dues ces sensations d'essoufflement, de fatigue, lorsque vous faites un effort qui est finalement plus intense que la normale? Un des facteurs importants de cet essoufflement, c'est la diminution de la capacité à consommer de l'oxygène. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Globalement, vous respirez pour ingérer de l'oxygène, et cet oxygène va être utilisé pour produire de l'énergie dans votre corps. Et donc vous avez besoin de cette énergie pour réaliser vos mouvements. Et donc, plus vous avez une capacité à consommer de l'oxygène, et plus vous allez pouvoir produire de l'énergie pour réaliser des mouvements. Et donc avec le vieillissement, on a une diminution de cette capacité. Donc ici, sur ce graphique, vous avez la capacité à consommer de l'oxygène en fonction de l'âge. Donc ici, on a 3 groupes différents, un groupe sédentaire, un groupe actif et un groupe entraîné. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, quel que soit son statut d'entraînement, quel que soit son mode de vie, eh bien, on a une diminution de la capacité à consommer de l'oxygène au cours du temps. Cependant, cette diminution de la capacité, elle n'a assez peu d'influence au repos, ou en tout cas sur des activités faibles. C'est la raison pour laquelle vous pouvez réaliser des activités, comme je vous ai dit, faire de la cuisine, se déplacer sans avoir beaucoup de fatigue. Mais par contre, lorsque vous réalisez un effort plus prolongé, lorsque vous allez faire de la marche, eh bien c'est ici que vous ressentez des effets de cette diminution de capacité à consommer de l'oxygène. Autre paramètre qui va être relié au niveau ici cardiovasculaire, plus précisément cardiaque, c'est la diminution de la fréquence cardiaque maximale. Encore une fois, je vous ai dit c'est relié puisque votre oxygène, il va falloir l'acheminer à vos muscles. Et ce qui vous permet d'acheminer l'oxygène à vos muscles, eh bien, c'est votre cœur qui va envoyer le sang. Donc le sang, c'est le transporteur de l'oxygène qui va transporter cet oxygène aux muscles. Et de la même manière, donc au cours du vieillissement, on a une diminution de cette fréquence cardiaque maximale. Et ce, quel que soit le statut d'activité. Pour continuer sur ces paramètres cardiovasculaires, un autre effet que vous connaissez probablement, c'est l'augmentation de la pression artérielle. Et cette augmentation de la pression artérielle est notamment due au fait que les vaisseaux sanguins deviennent plus raides avec le vieillissement. Et donc lorsque le sang va passer, ils vont avoir plus de mal à s'adapter à la pression qui est envoyée par le cœur. Et donc, cette pression artérielle, lorsqu'elle augmente trop fortement, on parle, vous avez sûrement entendu parler, d'hypertension artérielle. Et elle va avoir des conséquences qui peuvent être assez graves au niveau physiologique. Les plus connus sont l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, ou l'infarctus. Donc ici, ça va être des vaisseaux qui vont se boucher ou éclater, et donc qui vont empêcher l'irrigation soit du cerveau, soit du cœur. Je vous rassure, si vous faites de l'hypertension artérielle, vous n'allez pas forcément avoir ce type de pathologie, simplement les risques sont augmentés. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté des espérances de vie, des moyennes d'âge, mais je vous ai dit qu'il y a une grande variabilité et on n'est pas tous égaux face au vieillissement. Certaines personnes vont vivre plus longtemps avec un mode de vie qui ne sera pas forcément optimal, et d'autres personnes avec un mode de vie très bon vont vivre moins longtemps. Si on prend 2 exemples frappants, vous connaissez peut-être Robert Marchand, qui a aujourd'hui 107 ans, qui a fait du vélo jusqu'à 106 ans, qui a battu des records en cyclisme des plus de 100 ans, qui est aujourd'hui encore en pleine forme. Et 20 ans de moins, Jacques Chirac, qui malheureusement aujourd'hui est atteint par la maladie et qui, à mon avis, ne vivra probablement pas aussi longtemps que Robert Marchand. Donc vous voyez que finalement, on parle d'une personne qui a plus de 100 ans, une personne qui a plus de 85 ans, avec
des vieillissements qui sont différents. Donc, pourquoi finalement parler d'âge chronologique, de donner un âge, alors qu'une personne de 105 ans est plus en forme qu'une personne de 85 ans? Donc, avec le vieillissement, une possibilité serait plutôt de parler d'âge biologique. Et si vous prenez par exemple Robert Marchand, eh bien son cardiologue dit qu'il a un cœur qui a une capacité d'une personne de 45 ans. Vous voyez qu'à plus de 100 ans, on est capable de rester encore en forme. Alors, je vais revenir sur ce schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai présenté une vision assez négative finalement en vous disant que quel que soit votre statut d'entraînement, quel que soit votre mode de vie, eh bien, on avait une diminution inexorable de la capacité à consommer de l'oxygène. Finalement, si on regarde ce schéma différemment, on se rend compte qu'une personne qui s'entraîne régulièrement, qui a 75 ans, eh bien, elle a des capacités d'une personne sédentaire de 30 ans. Alors, je suppose que dans cette salle, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui s'entraînent ou qui s'entraîneront à un âge de 75 ans, 80 ans. Mais finalement, si on regarde simplement des personnes qui restent actives, eh bien, une personne qui reste active à 75 ans, eh bien, elle a des capacités qui vont être similaires à une personne sédentaire de 55 ans. Si aujourd'hui vous vous sentez sédentaire, ne vous dites pas que vous êtes forcément sur cette pente et que cette pente est inexorable. En effet, on peut toujours reprendre l'activité physique et on peut toujours influer sur cette courbe. Et il n'est jamais trop tard, même après 60 ans, vous pouvez toujours vous mettre à l'activité physique et cette courbe de diminution, eh bien, vous pouvez la ralentir, voire vous pouvez même augmenter vos capacités. Il n'y a pas d'âge finalement où nos capacités sont forcément diminuées. Si vous êtes sédentaire ou si vous êtes actif et que vous en faites plus, eh bien, vous aurez des capacités qui seront améliorées. Donc si on reprend ce graphique que je vous ai présenté, je vous ai dit, donc, dans les dernières années, on a beaucoup augmenté l'espérance de vie. Aujourd'hui, on plafonne et le but aujourd'hui, c'est finalement de garder notre espérance de vie, mais d'augmenter notre espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que le but aujourd'hui, c'est qu'on vive plus longtemps en bonne santé et que finalement, le temps en morbidité soit réduit au maximum. Et donc ça, eh bien, vous allez voir par la suite, c'est notamment grâce à l'activité physique où on pourrait réduire cette durée en morbidité. Donc si vous aviez à retenir des choses de cette présentation, la première chose, c'est que le vieillissement, c'est un processus qui est continu et qui est très variable. D'accord ? D'une personne à l'autre, on va avoir une grande variabilité et il n'est pas inexorable, c'est-à-dire que même si vous avez une diminution de vos capacités, eh bien vous pouvez quand même jouer dessus avec l'activité physique. On a globalement des diminutions des capacités musculaires, on l'a vu sur la force, avec des implications qui sont importantes en termes d'équilibre. Et on a des diminutions des capacités cardiovasculaires qui ont des implications sur vos activités de la vie de tous les jours, lorsque vous allez vouloir marcher, lorsque vous allez vouloir faire des activités de longue durée, eh bien vous allez vous sentir un petit peu plus essoufflé. Mais ces diminutions ne sont pas inexorables, comme je l'ai dit, et l'activité physique aura un effet protecteur. Alors attention, dans effet protecteur, je ne vous dis pas que vous allez arrêter le vieillissement avec l'activité physique, mais simplement vous allez pouvoir ralentir la diminution de vos capacités grâce à l'activité physique. Alors faire de l'activité physique c'est bien, mais quoi faire? Parce que finalement, on n'est pas tous fans d'aller courir ou de faire de la musculation. D'accord? Surtout à un âge avancé, ce n'est pas forcément ce qui nous plaît. Et par exemple, avec des problèmes d'articulation, on ne va pas forcément pouvoir aller courir. L'activité physique, ce n'est pas seulement ça. L'activité physique, c'est aussi faire son jardin, où vous allez vous baisser, vous relever, porter des objets. C'est aussi vous promener en ville, aller faire des randonnées. Et c'est aussi prendre les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Vous voyez que dans la vie de tous les jours, on a plein d'opportunités de faire de l'activité physique. Et ce n'est pas seulement aller faire du sport, mais simplement bouger. Maintenant, quelle quantité de sport réaliser? Les recommandations aujourd'hui sont de 30 minutes d'activité par jour, incluant, je vous ai dit, les moments où vous allez marcher, vous allez faire du jardinage. Donc 30 minutes d'activité par jour ou
également 150 minutes d'activité par semaine, mais ici d'intensité modérée à élevée. Un autre indicateur qui est beaucoup utilisé, et notamment pour les personnes qui ont l'habitude de porter des podomètres, c'est les 10 000 pas par jour, d'accord ? Donc qui est un indicateur très facile finalement à mesurer. Et aujourd'hui, avec les montres qui nous permettent de mesurer l'activité physique, c'est un indicateur qui est très facile à suivre. Finalement, si on regarde bien ces recommandations, en moyenne, les Français ne suivent pas ces recommandations. Si on prend les nombres de pas par jour, en moyenne, les Français sont à moins de 8 000 pas par jour. Et finalement, est-ce que si vous ne suivez pas les recommandations, est-ce que vous allez pouvoir avoir des effets bénéfiques? Donc finalement, si vous faites moins de 8 000 pas par jour, est-ce que ça sert à quelque chose de faire l'activité, si c'est pour faire moins? Ou est-ce que rester dans son canapé, finalement, vous aurez les mêmes effets? Donc à ces questions, ce sera la thématique de la prochaine présentation par le docteur David Dupin. Je vous remercie.